Bonjour, bonjour, bienvenue sur Les Deux Rives, lesdeuxrives.info. Alors déjà, première info des Deux Rives, je vous rappelle que samedi prochain, samedi 1er juillet à 19 h, nous ferons à Paris la 3e conférence anniversaire des Deux Rives sur le thème de l'Amérique latine dans le nouveau monde multipolaire, avec aussi une perspective en première partie sur le Pérou, sur le coup d'État au Pérou. Nous serons avec Maurice Lemoigne, Ignacio Ramonet, Sergio Avalos et ça aura lieu à l'AGK 177 rue de Charonne. Nous vous attendons nombreux, je compte sur vous. Voilà, conférence exceptionnelle parce que, évidemment, nous ne sommes pas souvent en France pour l'anniversaire des Deux Rives. Donc, elle est doublement exceptionnelle. Je vous attends de pied ferme. Voilà, à l'AGK 177 rue de Charonne, dans le 11e à Paris. Voilà, et ça sera l'occasion de nous voir, de nous rencontrer et de se connaître. Voilà, cela étant dit, hier, il y a eu des élections, donc hier, dimanche 25 juin, il y a eu les élections présidentielles au Guatemala. Alors, le Guatemala, c'est un pays très conservateur, non, qui a connu une guerre civile assez longue et qui, depuis la fin de la guerre civile, ne connaît que des gouvernements finalement très alignés sur Washington et sur le néolibéralisme. Voilà. Donc, hier, il y a eu des élections présidentielles. Alors, petit spoiler, avant d'en parler avec notre invitée Cynthia Benoît, donc consultante indépendante, que nous avions déjà invitée pour une petite mise en perspective historique du Guatemala. Je vous invite à aller rechercher la vidéo, c'était très intéressant, c'est aussi promet d'être très intéressante. Avant de donner la parole à Cynthia pour analyser les résultats, déjà, je crois qu'on peut dire qu'il y a une grosse surprise. Alors, je ne vais pas la vendre, je laisse à Cynthia le soin de nous dire quelle est la surprise, mais en tout cas, les résultats ne sont pas du tout ce que les sondages avaient prévu. Et puis, alors on commence d'ailleurs un peu à s'y habituer en Amérique latine et en Europe, mais il y a eu un deuxième point très important, puisqu'on se rappelle qu'il n'y avait pas de candidat pour la gauche. Les candidats avaient été interdits de se présenter. La candidate Thelma Cabrera avait été interdite de se présenter. Et il y a eu un chiffre important, on y reviendra aussi avec notre invité, c'est les 35% de participation. Car il y a eu 40% d'abstention, 17% de votes nuls et 7% d'un peu plus de votes blancs. Donc, il n'y a eu que 35% de Guatémaltèques qui ont daigné choisir une des 20 options. Je m'arrête là et je salue Cynthia pour qu'elle nous explique un peu les résultats. Cynthia, comment vas-tu? Bonjour Romain, ça va bien et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien, merci. Alors, à chaud, à brûle pour point, les résultats, première analyse, on n'a pas encore les résultats finaux, mais c'est 93% des bulletins dépouillés, donc bon, on peut déjà parler hein, sans trop de peur que les résultats finaux viennent à être altérés. Quels sont les résultats? Première analyse à chaud. Oui, alors effectivement, comme tu le disais, grosse Pardon. surprise pour tout le monde ce matin au réveil en Europe et pour le dimanche soir au Guatemala, puisque pour le moment, on a Sandra Torres en tête du premier tour à 14% et Arevalo en deuxième position à 12% pour le moment. Qui sont donc deux personnes du centre, on peut dire une Sandra Torres plus du centre droit et Arevalo plus du centre gauche, on pourrait dire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un petit peu la surprise puisque les sondages effectivement avaient annoncé une vague de droite et d'extrême droite réellement violente avec une menace qui pesait réellement sur une potentielle victoire ou en tout cas un bon score au premier tour de Suriri Osman, qui est donc la fille de l'ancien dictateur et génocidaire guatémaltèque. Et cette menace ne s'est pas concrétisée du tout, et je pense que c'est un résultat surprise pour tout le monde. Oui, les sondages quand même prédisaient près de 40% pour Zuri Rios et finalement elle s'est effondrée. À combien elle a fini?
J'ai Dans le monde là, réel. elle est à 6,7, je crois, dans les derniers chiffres que j'ai pu voir, et elle est sixième. Donc, bon, il y avait 20 candidats sur ce premier tour au Guatemala, voilà, avec, on va dire, 6 candidats principaux, et elle est en dernier des candidats principaux qui avaient été identifiés dans le pays. Donc, c'est tout de même, ne serait-ce que pour cela, c'est déjà une belle victoire, je pense, une bonne surprise et un soulagement pour beaucoup. Alors, il y aura un deuxième tour, mais qui sont les deux finalistes? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu leur vision et surtout qui ils sont? Parce que c'est quand même des dynasties politiques, si on peut dire. Tout à fait. Bon, alors le deuxième tour, déjà, il faut savoir que c'est pas comme en France, par exemple, hein, il aura lieu le 20 août. C'est pas dans 2 semaines, hein. On va avoir tout un temps, en fait, pour une deuxième campagne encore avant le deuxième tour. Et donc, c'est deux candidats qui vont se retrouver pour le 20 août. Donc, Sandra Torres, c'est l'ex-femme de l'ex-président de la République guatémaltèque, Alvaro Colom, qui était président dans les années 2010. Je me souviens plus exactement les dates de son mandat, mais c'était dans les 2009, 2012, 13, dans ces eaux-là, juste 2008-2012, avant Pérez Molina. un social-libéral, centriste aussi. Tout à fait. Alors, pour le coup, on pourrait dire que c'est ce qu'a connu de plus à gauche le Guatemala depuis les accords de paix. Voilà, très clairement, avec son parti Luné, qui est donc toujours le parti de Sandra Torres, qui, si ma mémoire est bonne, a divorcé d'Alvaro Colom, notamment pour pouvoir faire de la politique, car je pense qu'elle n'avait pas la possibilité de se présenter en restant la femme d'un ex-président. Ça, c'est pour Sandra Torres, qui a été mise aussi, je sais qu'elle avait été aussi prise dans des soupçons de malversation, etc., quand elle gérait les œuvres sociales en tant que première dame. Bon, finalement, ça n'avait jamais débouché, mais je sais qu'elle avait été dans des problématiques judiciaires à une époque, dans les années 2010 aussi, juste après le mandat d'Alvaro Colom, mais il faut savoir que le président qui arrivait juste derrière était pour le coup de l'extrême droite et avait tout fait pour décrédibiliser et criminaliser le gouvernement précédent. Donc ça n'avait pas, enfin il n'y avait rien eu contre elle. L'autre Arevalo, candidat. ouais, L'autre candidat. Arevalo, du coup, alors, Arevalo, c'est le fils de l'un des présidents historiques, on va dire, du Guatemala, à savoir Arevalo, qui est Pas José l'homme, Arevalo, le papa. exactement, le papa qui, avec Jacobo Arbenz, sont les deux présidents du Guatemala démocratique post-United Fruit Company, en gros, quoi. Oui. Et qui ont mené les gouvernements qui ont ensuite été victimes d'un coup d'État organisé par la CIA. Bon, là, voilà, on parle de l'histoire, du coup d'État de 54, de tout ce qui a pu découler après au niveau de tout le continent latino-américain qui part de ce coup d'État au Guatemala en 54. Donc lui, il est l'héritier de ce président historique et un peu emblématique avec Arbenz, un peu moins qu'Arbenz, mais tout de même qui jouit d'une certaine aura au sein de la gauche et même des centristes guatémaltèques. Et donc voilà, c'est son fils né à Montevideo, puisque son père était en exil politique forcé après le coup d'État. Donc lui, il est né en Uruguay après l'exil de son père. Et par la suite, il a fait principalement une carrière dans la diplomatie. Voilà, il a eu des postes d'ambassadeur, etc. Il a été quand même dans des postes au sein de l'État depuis fin des années 80, début des années 90. Donc, il avait quand même commencé sa carrière avant le retour à la démocratie et avant les accords de paix dans le pays. Ce n'est Alors, pas on non va de plus un Guatemala. ex-guerrillero non plus, quoi. Voilà, c'est ça exact. Ben, j'y venais justement. On va de Guatemala à Guatécentro, non? Euh, quels sont les programmes? Quels sont les programmes? Vers quoi on s'achemine avec la victoire de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'il y a une grande différence déjà entre les deux candidats? Alors, moi, je ne vois pas une différence fondamentale dans la vision de l'État et du projet. La grosse différence que je la vois plus par rapport à ce qui était en train de se faire ces dernières années au Guatemala et par rapport au programme d'extrême droite qui vraiment était extrêmement préoccupant ces 5 dernières années dans le pays. Je vois plus une différence par rapport à ça qu'une différence entre eux, en fait. Et donc, je pense que mes amis guatémaltèques ne me corrigeraient pas si je dis que que ce soit l'un ou l'autre, ce sera de toute façon la solution la moins pire par rapport à ce que
On aurait pu s'attendre avec Soulirios ou avec le successeur de Giammattei, et que de toute façon, on pourrait espérer un retour à davantage d'ouverture de l'espace civique pour les militants, pour les personnels judiciaires, peut-être une halte aussi, un petit peu un freinage sur la criminalisation, sur tout ce qui se passe de vraiment préoccupant depuis des mois et des années, et surtout ces derniers mois avec l'emprisonnement et la condamnation de l'ex-rédacteur en chef du Periodico, qui était un des principaux opposants au régime, et donc rédacteur en chef d'un des principaux journaux du pays, qui est maintenant en prison, qui vient d'être condamné. Enfin, il y avait vraiment des choses extrêmement préoccupantes ces derniers temps. On peut espérer que ça va mettre un coup d'arrêt à tout ça. Et au niveau régional, il faut quand même aussi souligner que le Guatemala était un des pions les plus fidèles et les plus larbins des États-Unis. Hein. On se rappelle le rôle que prétendait jouer le président Giammattei dans l'opération Guaido, par exemple, au Venezuela. On rappelle aussi que le Guatemala est un des 13 derniers pays à ne reconnaître que la partie chinoise de Taïwan. Il ne reconnaît que Taïwan et pas la République populaire de Chine. Enfin, c'est vraiment un pays qui vit encore dans la guerre froide, non? Tout à fait, tout à fait. Alors, à ce niveau-là, je pense que D'où ça la changera. d'où la rupture induite par l'élection d'hier. Oui et non. Enfin, alors là, pour le coup, pour ce qui est de l'alignement avec les États-Unis, on ne s'attend pas à avoir de gros changements avec l'élection, que ce soit d'Arevalo ou de Torres. Hein. En tout cas, il faudrait vraiment, je pense, l'élection d'un vrai courant et d'un vrai programme de gauche radicale pour voir un changement quelconque à ce niveau-là. Ce sera ni Torres ni Arevalo qui porteront ça. De plus, alors même si Giammattei avait cette volonté, comme tu l'as mentionné, il y avait aussi chez Giammattei cette grande gueule qui disait oui, nous, on n'a pas besoin des États-Unis, on a besoin de personne, on est tout seul, les étrangers, ils viennent que faire du bazar chez nous, on n'a pas besoin d'eux, les Américains, on en fait ce qu'on veut, etc. Enfin, Giammattei avait quand même, on va dire, une posture extrêmement différente des autres présidents guatémaltèques par rapport aux États-Unis, même si dans les faits, ça changeait pas, et même si officiellement les États-Unis justement avaient tendance à faire profil bas avec ce gouvernement qui était quand même qui est toujours un gouvernement autoritaire en fait, hein, un espèce de retour à l'autoritarisme. Donc les États-Unis critiquaient un peu tout en continuant exactement ce qu'ils ont toujours fait avec le Guatemala. Donc là, on peut espérer que les choses redeviennent à la normale, c'est-à-dire que les relations se formalisent, se normalisent avec les États-Unis et que ça continue comme ça l'a toujours été. Ça, je m'attends à aucun changement à ce niveau-là. On a voté, donc les Guatémaltèques ont, parce que moi je n'ai pas voté évidemment, les Guatémaltèques ont voté pour le président, mais ils ne votaient pas que pour leur président ou présidente, ils votaient aussi pour élire 160 députés et pour élire des maires aussi. Qu'est-ce que disent les résultats? Parce qu'évidemment, ça va être le cirque là, parce qu'ils ne sont pas forcément alignés sur les résultats de l'élection présidentielle. Oui, alors j'ai pas encore vu les résultats finaux de l'élection municipale de Ciudad de Guatemala, mais ce serait intéressant de voir. Je sais que le fils de l'ancien maire Arzu et ex-président aussi de la République Arzu, qui était resté maire pendant des décennies, s'était présenté. Je ne sais pas comment ça a fini. Au niveau du Congrès, donc on a une majorité de sièges en fait du parti Vamos, qui est le parti du président actuel en place, Giammattei, mais dont le candidat donc n'ira pas au second tour puisqu'il est arrivé en troisième position, relativement assez loin derrière les deux premiers, mais ils sont pour l'instant majoritaires avec une quarantaine de sièges au Congrès. Ah, d'accord, donc c'est le premier parti, ils ne sont pas majoritaires, parce que la majorité c'est donc 80, Oui. donc il va falloir faire des alliances, mais ça reste le premier parti. Ensuite, qui arrive deuxième, troisième? Ensuite, de manière plus logique, pourrait-on dire, on a 27 sièges pour la UNE, donc le parti de Sandra Torres, qui arrive donc première à l'issue du premier tour, puis 24 sièges pour le mouvement Semilla, qui est le parti d'Arevalo, qui arrive deuxième, qui va également au second tour. Donc voilà, on peut dire que c'est les trois partis principaux, et ensuite on a le parti Cabal qui arrive en quatrième avec quand même 18 sièges également. Donc là, ouais, on ne peut même pas dire qu'il va y avoir un parti arbitre.
ça va être vraiment des alliances. Il n'y a pas de majorité qui se distingue de cette élection. Non, et à la fois, c'est, on va dire, une récurrence dans la politique guatémaltèque. Il faut savoir aussi qu'en général, durant les mandats, il y a énormément de transfuges tout au long des mandats entre les partis de manière assez impressionnante. Donc ça peut très vite bouger, hein. Dans un an, il peut y avoir 30 députés qui vont d'un parti à l'autre et des fois directement de la gauche à la droite sans aucun, ou le contraire, plus rarement le contraire, de manière assez spectaculaire. Ce que je peux voir aussi dans les résultats pour le moment, c'est que les partis, on va dire, historiques de la gauche guatémaltèque n'ont pas de siège pour le moment, plus de siège. Je pense à l'URNG Maïs, qui est le parti politique qui avait donc été issu de la guérilla guatémaltèque suite aux accords de paix en 96, pour l'instant à 0 siège. Et je pense à WINAC, qui était le parti fondé par Rigoberta Menchú, qui est également à 0 siège pour le moment. Oui, alors bon, pour le parti Rigoberta Menchú, on savait qu'elle n'a pas beaucoup d'impact Ah oui, dans la société. Mais l'URNG avait encore des députés dans la dernière mandature. C'est la gauche traditionnelle, le parti de la gauche traditionnelle. Il y a un chiffre sur lequel il faut absolument revenir. C'est le chiffre, alors, de l'abstention déjà 40%, mais à cette abstention, il faut rajouter 17,5% de votes nuls et 7% de votes blancs. Donc, si on cumule toutes les personnes qui n'ont pas daigné voter pour un des 20 candidats, on arrive à 65% à peu près. C'est-à-dire que seuls 35% des Guatémaltèques ont daigné choisir un des 20 candidats. Ça donne des résultats, si on rapporte les résultats d'hier soir en valeur absolue, je dirais, Sandra Torres, donc, qui est arrivée en tête avec 15,8% des bulletins exprimés, ne représente en fait que 5,5% des électeurs inscrits. C'est-à-dire qu'elle passe au deuxième tour avec 5,5% des électeurs inscrits, ce qui est absolument misérable. Et ça va pour Sandra Torres, mais le candidat Arévalo est proche, lui, des 2%, entre 2 et 3% des électeurs inscrits. Et avec 3% des électeurs inscrits, il va au deuxième tour. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'indique ce rejet des Guatémaltèques de cette élection? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui, alors il faut savoir que sur les dernières élections, on est en général entre 60 et 70% de participation sur les présidentielles, on va dire, depuis les élections de 2011. Là, effectivement, on a des chiffres encore plus alarmants sur l'abstention et sur les votes nuls, qui me paraît quand même être un chiffre extrêmement élevé de votes nuls. Moi, j'ai deux réflexions par rapport à ça. D'une, effectivement, sans doute une colère et sans doute un rejet des candidats qui ont pu se présenter, et je l'espère secret en tout cas, des personnes qui auraient souhaité voter pour le MLP et qui n'ont pas pu le faire. Donc, je pense qu'il y a quand même cet électorat-là qui a voulu se faire entendre. Et je sais qu'à l'intérieur du pays, il y avait une base énorme pour le MLP, notamment organisée par le syndicat Codeca, etc. C'est quand même des bases populaires extrêmement fortes. Je pense que ces personnes très politisées ont pu effectivement exprimer un mécontentement à travers cela. Il faudrait voir aussi le niveau d'irrégularité des élections. J'ai déjà vu rapidement là, sur certains articles que des irrégularités lors des votes ont été constatées par des observateurs. Il faudrait voir à quel point ça a pu influencer sur le vote nul, enfin considéré comme nul ou pas, dans certains bureaux de vote. C'est un petit peu les deux choses qui me viennent à l'esprit tout de suite. Ok, eh bien écoute, merci Cynthia de nous avoir éclairé sur ces élections au Guatemala. Donc il y aura un deuxième tour le 20 août. Hein, peut-être qu'on te rappellera pour voir là réellement quel est le vainqueur et qu'est-ce qui se tracera pour le Guatemala, même si tu nous en as déjà aujourd'hui donné une très bonne idée. Voilà. Quant à vous, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi. Et puis, comme vous le savez, bien entendu, ni
l'extrême droite guatémaltèque, ni le centre, ni les votes nuls de ceux qui ont voté nul ne financent les deux rives. Nous ne pouvons compter que sur vous. C'est pourquoi je vous invite à aller sur notre site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de nous soutenir en fonction de vos moyens. Je vous réinvite aussi pour le 1er juillet 2023 à 19h à l'AGK 177 rue de Charonne à Paris 11e pour la 3e conférence anniversaire des Deux Rives. Merci beaucoup. Merci, au revoir Romain.